C'est un plaisir de vous retrouver fidèle à ce rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Le président de la République, Patrice Talon, a rencontré le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral ce lundi. Il était question de s'assurer de la transparence et de l'indépendance des experts désignés. Répartis entre 9 conseillers nationaux et 12 coordonnateurs des conseils départementaux, ces acteurs ont officiellement pris leurs fonctions lors d'une cérémonie présidée par le président Patrice Talon et accompagné du président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou Vlavonou. Au cœur de l'actualité internationale, le gouvernement sénégalais et le mouvement des forces démocratiques de Casamance ont signé un accord de paix mettant fin à l'un des conflits les plus anciens et les plus longs de l'Afrique. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Ce lundi 24 février 2025, le président Patrice Talon a accueilli les membres du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral au palais de la Marina. Cette réunion représente une étape essentielle dans la réalisation de cette opération. Les débats ont porté sur les conditions et les garanties requises pour la transparence et l'impartialité du processus. Romaric Dossa pour le reportage. Échange ce lundi 24 février 2024 entre le président Patrice Talon et les membres du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Cette rencontre marque une étape décisive dans le processus de validation du financement de l'audit avec le décaissement de plus de 159 millions de francs CFA. L'objectif est d'assurer un fichier électoral fiable et de rassurer l'opinion publique sur la transparence du processus électoral. Lors de cette audience, Patrice Talon a exprimé son engagement en faveur d'un processus électoral transparent et apaisé. En général, toute fin de mission génère un regain de vertu, un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission qu'on sort, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de dire est-ce que vraiment ce que je fais c'est ce qui est attendu de tous. Et quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là. À bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe. Je comprends très bien, je m'en réjouis. Et je voudrais vous dire combien cette démarche est à saluer en tant que société civile. Et vous savez que tout ce qui relève de notre intérêt commun, moi je suis toujours enthousiaste pour les mettre en œuvre. Donc, vous pouvez compter sur mon enthousiasme. Reçu sur l'émission Free Speech de Speedline TV, juste après l'audience avec le chef de l'État, Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, expose les tenants et aboutissants de ce processus. Ce que nous pourrons dire, c'est qu'il faut laisser les experts faire le travail. Ils sont des spécialistes, ils vont peut-être découvrir des choses. Comme je le dis souvent, c'est celui qui ne fait rien qui ne peut pas se tromper. Pendant 9 ans, les agents de l'ANIP ont inséré des choses dans la base de données. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs, de bonne ou de mauvaise foi. Peut-être qu'ils n'ont pas fait d'erreur. C'est justement le rôle de l'audit de découvrir ces erreurs-là et de proposer les corrections. Si sur la base des soupçons, moi, je viens dire sur le plateau, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. On m'a dit, il est en train de conditionner ou de téléguider les experts qui vont arriver pour aller dans son sens. Je ne dirai jamais ça. Donc, prenez patience, les experts vont arriver, ils vont faire le travail et selon leurs résultats, nous verrons ce qu'ils auraient retrouvé. Ceux qui ont la charge de faire ce travail, à savoir les membres du comité de pilotage, ne sont pas des politiciens. Le président, votre humble serviteur, n'est dans aucun parti politique. Et de ce point de vue, ne sera manipulé par aucun parti politique. Nous avons prévu de faire venir des experts internationaux qui vont mettre en jeu leur honorabilité pour faire le travail.
Nous souhaitons que tous les Béninois et les Béninoises nous accompagnent dans ce travail salutaire que nous voulons faire pour la nation, afin qu'au soir de la fin de ce processus de fichier électoral, nous puissions avoir un produit qui donne satisfaction à tout le monde et que les élections de 2026 se fassent dans la paix, dans la transparence et dans la sincérité. Avec cet engagement renouvelé, le comité de pilotage entre dans la phase opérationnelle de l'audit. Ce travail de fond sera mené avec impartialité et professionnalisme dans le souci de renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral et d'assurer une démocratie apaisée au Bénin. Je vous l'annonçais en titre, les nouveaux membres du Conseil économique et social 7e mandature entrent en fonction. Les 9 membres du Conseil national ainsi que les 12 coordonnateurs départementaux ont été installés par le chef de l'État, accompagnés du président de l'Assemblée nationale. Suivons ici les exhortations du président de la République. Je vous déclare officiellement installés dans vos fonctions de membres du Conseil national, du Conseil économique et social, 7e mandature. Le Conseil économique et social, tel qu'il était, défié, et ayant justifié sa réforme, a besoin maintenant d'être révélé dans ses prérogatives. C'est pour ça que vous qui venez d'être installés officiellement dans vos fonctions, vous avez l'obligation de donner au peuple béninois une autre lecture, une autre compréhension, une autre appréciation du rôle pertinent du Conseil économique et social. De votre efficacité dans la contribution permanente à la mise en œuvre d'une politique pertinente de développement équilibré du territoire et des secteurs dépendra la longévité d'une institution donc longtemps galvaudée et maintes fois en passe d'être effacée des institutions de la République. Si la rupture n'a pas eu raison du Conseil économique et social, il faudra, et je le souhaite de tout mon cœur, que ce soit lui, le Conseil économique et social, réformé, qui ait raison de nos appréhensions. Et la suite de la conduite des institutions de la République, de la confirmation de leur pertinence, de leur réforme ou de leur suppression dépendra désormais de l'image que vous allez donner à cette institution que nous confirmons pertinente. Si vous ne parvenez pas à le faire, les prochaines réformes risquent d'effacer, de supprimer le Conseil économique et social. Parlons éducation, c'est déjà les congés de détente. Les enfants sont au repos depuis le vendredi dernier. C'est un moment qui a pour objectif de permettre aux membres du personnel enseignant et aux apprenants de s'éloigner de leurs écoles respectives pendant quelques jours. Cependant, quelques instituteurs prodiguent des conseils à l'endroit des élèves. Suivant. Congé de détente, c'est une laps de temps pour que les enfants puissent se reposer. Mais de l'autre côté, ils ne doivent pas oublier leur cahier de leçons et aussi, ils ne doivent pas oublier aussi les exercices de maison que nous les avons donnés. Oui, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette semaine que représentent les congés ne soit pas une semaine perdue du tout. Nous savons les enfants sont souvent enclins à la distraction. Et nous faisons tout notre possible pour que la distraction ne prenne pas le pas sur les révisions. Déjà, d'ores et déjà, nous leur donnons des exercices pour les congés, beaucoup d'exercices pour les congés, afin qu'ils soient vraiment occupés, véritablement occupés à faire ces exercices-là et à ne pas
s'amuser. Et il revient aussi aux parents maintenant d'avoir une attention particulière parce que bientôt, nous allons faire une nouvelle évaluation appelée l'évaluation certificative. Donc, nous demandons aux parents, nous les exhortons beaucoup à nous aider à la maison pour que les enfants puissent travailler pour le reste du temps qui nous reste, pour qu'à la fin de l'année, ils puissent tous passer en classe supérieure. Nous demandons l'aide des parents. Nous voulons que les parents nous soutiennent en cela pour que les enfants ne s'amusent pas pendant les congés. Vous voyez, pour que les enfants réussissent, il faut l'implication effective de tous les acteurs du système éducatif, y compris les parents. Et nous sommes déjà en train de les sensibiliser pour qu'ils s'occupent vraiment des enfants pendant les congés. En cette période de congé, les parents normalement devraient suivre les enfants parce que beaucoup pensent que c'est les congés, les enfants devraient aller se reposer totalement. Ce n'est pas encore la fin de l'année. C'est vrai que c'est juste une période pour permettre du moins à l'enfant, d'accord, d'avoir les facultés mentales en place pour pouvoir affronter le reste des activités de l'année. Mais en même temps, il faut les suivre parce que les maîtres leur donnent des activités à faire. Là où les enfants ont de défaillance pendant le premier trimestre, certainement les maîtres qui sont éveillés devraient quand même donner à ces enfants-là des activités pour pouvoir maintenir leur niveau ou bien améliorer leur niveau. Donc les parents à leur tour doivent suivre ces enfants-là dans cette lancée-là à réaliser les activités. Donc chez moi, par exemple, j'ai un emploi du temps pour mes enfants. Il y a un temps pour se distraire. Il y a en même temps un temps pour mener les activités que leurs enseignants leur ont données. Voilà, donc moi-même, j'encadre mes enfants. Il y a certains parents qui engagent les répétiteurs pour le faire. Dans un tout autre registre à présent, le mois de jeûne musulman débute dans quelques jours. Pendant environ 30 jours, les fidèles sont appelés à jeûner et à prier. Cette période de jeûne est importante pour les fidèles musulmans car elle fait partie des 5 piliers de l'islam. Comment se préparer donc pour entamer ce mois de Ramadan pour bénéficier de ces grâces? La réponse avec un imam. Chers frères en islam, avant toute autre chose, il faut savoir que nous sommes dans l'approche du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est proche. Et c'est un mois béni où tous les musulmans se préparent pour la rencontrer. C'est un mois où les musulmans jeûnent. C'est un mois où les musulmans se repentissent. C'est un mois où les musulmans multiplient les adorations, multiplient les œuvres d'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, le mois de Ramadan, nous devons préparer ce mois-là avant de la rencontrer. La première étape pour préparer ce mois, c'est l'intention. L'intention, al-qasd. Si tu veux faire quelque chose, tu dois entamer une œuvre, tu dois avoir une intention de le faire. Et cette intention-là, cette fois-ci, c'est une intention divine. Tu dois avoir l'intention de rencontrer le mois de Ramadan. Que tu veux jeûner pendant ce mois, que tu veux le faire pour la cause d'Allah et non pour qu'on puisse te dire que celui-là a un jeûne. L'intention, c'est capital, c'est primordial pour préparer le mois de Ramadan. Le second étape que nous demandons de faire, c'est que nous devons avoir la crainte d'Allah. Nous devons avoir la crainte d'Allah, comme je l'ai dit précédemment, que la crainte d'Allah, c'est là où réside toute notre vie. La crainte d'Allah, si nous n'avons pas la crainte d'Allah, nous ne pouvons pas gagner la vie. Si nous n'avons pas la crainte d'Allah, nous ne pouvons pas jeûner. Parce que le jeûne, c'est pas donné à tout le monde. Celui qui veut jeûner,
il doit jeûner pour Allah. On ne jeûne pas pour quelqu'un. On ne jeûne pas pour un idole. On jeûne pour Allah. Et si nous n'avons pas la crainte d'Allah, nous ne pouvons pas suivre les injonctions de jeûne. Celui qui jeûne ne doit pas dire de n'importe quoi. Celui qui jeûne ne doit pas écouter de n'importe quoi. Celui qui jeûne doit respecter la loi pour les jeûneurs. Donc, et pour respecter toutes ces lois-là, il faut avoir la crainte d'Allah. Si on n'a pas la crainte d'Allah, on ne peut pas suivre les injonctions de jeûne. Le jeûneur ne doit pas regarder les femmes d'autrui. Le jeûneur ne doit pas discuter de n'importe comment. Le jeûneur ne doit pas forniquer pendant le jeûne. Le jeûneur doit s'abstenir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, si tu n'as pas la crainte d'Allah, est-ce que tu pourras le faire? Parmi les préparatifs du mois de Ramadan, je l'ai déjà dit, la rancune là, c'est important. Il faut qu'on cherche, qu'on se réconcilie avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Nous devons aussi avoir l'esprit de partage, l'esprit de partage, l'amour de notre famille, pour préparer le mois de Ramadan. En interactualité, les autorités sénégalaises ont signé ce dimanche un protocole d'accord de paix avec l'une des factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance. La rencontre s'est tenue à Bissau sous la médiation du président Oumaro Sissoko Embalo. Un accord similaire avait déjà été signé en 2022 sous l'ancien président sénégalais Macky Sall. Le reportage. C'est une avancée historique au Sénégal. Le gouvernement sénégalais et le mouvement des forces démocratiques de Casamance ont signé un accord de paix en Guinée-Bissau. L'accord, qui vise à mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 40 ans, prévoit des mesures pour assurer la stabilité de la région. Des discussions sont notamment attendues sur l'intégration des ex-combattants et le développement économique local. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a souligné que cet accord représentait une avancée majeure vers la paix en Casamance. Il marque l'aboutissement de plusieurs années de négociations. En mai 2023, un premier pas avait été franchi avec la reddition de 250 combattants du MFDC à Mongone, un ancien bastion séparatiste. Le conflit en Casamance a débuté en 1982. Cette région du sud du Sénégal, séparée du reste du pays par la Gambie, est marquée par des revendications indépendantistes. Si les violences ont causé des milliers de morts et freiné le développement de la région, cet accord pourrait favoriser la stabilité et le développement de la Casamance. La situation est toujours chaotique dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont emparés de plusieurs villes clés dans le nord et le sud Kivu. Pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné le Rwanda demandant le retrait de ses troupes du territoire congolais et un cessez-le-feu. La chef de cette mission, Bintou Keïta, explique les enjeux de ce conflit. Le reportage. Alors que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda gagnent du terrain dans l'est de la RDC, l'envoyé spécial de l'ONU a appelé à la désescalade, un appel consécutif sans nul doute au bilan humain de l'avancée des rebelles. Permettez-moi de réitérer l'appel urgent de la MONUSCO en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et d'une fin des hostilités sans condition de la part du M23, dont les actions militaires continuent de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo et de menacer la sécurité régionale. Nous appelons le Rwanda à mettre fin à son soutien au M23 et à respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, conformément aux engagements pris dans le cadre des processus de paix régionaux. Alors qu'ils ont conquis Goma, Bukavu et plusieurs autres localités,
Les rebelles du M23 vont-ils accepter d'enterrer la hache de guerre? Il n'y a pas de solution militaire qui puisse mettre fin à ces souffrances. La paix, la sécurité et le développement dans l'Est de la RDC requièrent la fin de la violence et un engagement en faveur d'un dialogue inclusif et de la réconciliation. Des religieux congolais ainsi que des capitales africaines jouent leur partition dans cette optique. Reste à convaincre les belligérants. Le Hamas a relâché ce samedi 6 otages israéliens à Gaza pour le 7e échange contre des prisonniers palestiniens dans le cadre de la trêve en vigueur depuis le 19 janvier dans le territoire palestinien dévasté par 15 mois de guerre. Ce dernier a été mis à rude épreuve par les tensions autour de la restitution des corps de la famille Bibas. C'est après moi. Le Hamas a libéré 6 otages israéliens samedi. Les 5 premiers ont été présentés sur un podium, encadrés par des combattants armés et cagoulés, lors d'une cérémonie dans la bande de Gaza, une mise en scène déjà condamnée par Israël. Parmi ces otages figurent 3 Israéliens kidnappés alors qu'ils assistaient au festival de musique Nova et un autre enlevé dans le sud d'Israël lors des attaques du 7 octobre 2023. Les 2 derniers hommes libérés samedi étaient détenus par le Hamas depuis une dizaine d'années. Ils étaient entrés dans la bande de Gaza de leur propre chef. Israël, de son côté, devrait accorder la liberté à 602 prisonniers palestiniens. C'est le 7e échange d'otages et de prisonniers entre les 2 parties. Il s'inscrit dans le cadre d'un cessez-le-feu conclu le 19 janvier dernier. C'est ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.